Chaque année, plus de 90 millions de véhicules sortent des chaînes de production dans le monde. Mais seule une infime partie d'entre eux est conçue pour un usage bien particulier. Des poursuites à plus de 160 km/h, des freinages brutaux et des heures de service ininterrompues. Ce sont les véhicules de police. Leur histoire aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Mais rares sont ceux qui savent ce qui se passe réellement dans l'usine où ils naissent. À l'intérieur de ces ateliers, des centaines de robots s'activent, tandis que les étincelles de soudure jaillissent comme une véritable pluie de feu. Mais il existe un détail dans la fabrication de ces machines dont presque personne ne parle. Et c'est précisément lui qui détermine si le véhicule tiendra le coup lors d'une véritable poursuite policière. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous découvrirez ce qui se cache vraiment à l'intérieur de ces machines. L'histoire de ces véhicules aux États-Unis remonte à plus de 70 ans. Dès les années 50, les constructeurs ont commencé à produire des versions spéciales pour la police. Et depuis lors, cette gamme n'a cessé d'évoluer. J'entre dans le premier atelier. Tout commence ici avec le métal nu. Devant moi s'étend une immense ligne de soudage robotisée. Les manipulateurs travaillent sans répit. Leurs mouvements sont brusques, précis et synchronisés. Chacun tient dans sa main un pistolet à souder. Lorsqu'ils touchent le métal, des étincelles éclatantes jaillissent. De l'extérieur, on dirait presque une pluie de feu ininterrompue. D'abord, on achemine ici les panneaux de carrosserie individuels. Ce sont des pièces estampées en tôle d'acier d'environ 1 mm d'épaisseur. Elles arrivent de l'atelier de pressage déjà formé. Ouverture de porte, nervures de rigidité, point de fixation des pièces. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un tas de morceaux de métal courbés, empilés sur des chariots de convoyage. Le plus intéressant commence maintenant. Les robots saisissent les panneaux avec de grandes pinces et les installent dans d'imposants gabarits métalliques. Ces gabarits ressemblent à des cadres sophistiqués, dotés de dizaines de fixations. Ils maintiennent les pièces dans une position rigoureuse, de sorte qu'aucun élément ne bouge, pas même d'une fraction de millimètre. Le plancher de la caisse se forme en premier. On y soude des renforts et des traverses. Puis, sur cette base, on positionne les panneaux latéraux. Les manipulateurs les amènent délicatement de chaque côté, les plaquent contre le châssis et effectuent une série de soudures par point. En quelques secondes, une dizaine de petits points de soudure apparaissent le long de la jonction. Ensuite, on ajoute la partie avant de la caisse, là où se trouvera plus tard le moteur. Cette zone comporte particulièrement de nombreux éléments de renfort, car c'est elle qui supporte les principales contraintes lors de la conduite et des freinages brusques. Une fois les parois latérales en place, les robots soulèvent le toit. Le spectacle est plutôt impressionnant. Un grand panneau métallique descend lentement du haut, tel le couvercle d'une boîte. Les manipulateurs l'alignent selon les repères et entament aussitôt la soudure sur tout le périmètre. L'opération se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, les pièces ne sont que maintenues par des points de soudure. Puis la caisse passe à la station suivante, où de nouveaux points viennent compléter l'assemblage. Ainsi, l'ossature gagne progressivement en rigidité et en solidité. Chaque section fait l'objet d'un contrôle permanent par capteur. Des mesureurs laser scannent la forme de la caisse et la comparent au modèle numérique. Si ne serait-ce qu'un seul élément n'est pas parfaitement positionné, la ligne signale immédiatement l'anomalie. Ici, la précision se mesure en fractions de millimètre. Et ce n'est pas un caprice d'ingénieur. Si la caisse présente le moindre défaut d'alignement, le véhicule peut adopter un comportement étrange à haute vitesse. Il tiendra moins bien la route, des bruits parasites apparaîtront, et les portières risquent de ne pas fermer correctement. Les véhicules de police doivent supporter des contraintes bien supérieures à celles des voitures civiles ordinaires. Lors des poursuites, elles freinent brutalement, franchissent les trottoirs et tournent au ralenti pendant des heures. C'est pourquoi le châssis et la suspension sont renforcés,
certains éléments du cadre étant même épaissis. Une fois la carrosserie prête, elle part en peinture. Les immenses cabines ressemblent à des laboratoires stériles. L'air y est filtré en permanence. Des robots font pivoter la carrosserie et appliquent la peinture en couches uniformes. La plupart des véhicules reçoivent la classique livrée noire, mais l'apparence finale dépend du client. Certains départements commandent des voitures noires et blancs, d'autres bleu foncé ou même entièrement blanches. Après la peinture, la carrosserie rejoint la chaîne principale. C'est là que la voiture commence vraiment à devenir une voiture. Le moteur et la transmission sont amenés sous la carrosserie. Ce moment est spectaculaire. En bas se trouve une plateforme avec le groupe motopropulseur. Au-dessus, la carrosserie descend lentement et les deux parties s'assemblent. Vient ensuite le long processus d'assemblage. On monte les portes, installe le câblage, la suspension, la direction, les freins, puis apparaissent les sièges, les vitres et le tableau de bord. Tout cela est réalisé par des hommes aux côtés des robots. Les machines ne remplacent pas complètement les ouvriers ici. Les mains humaines restent indispensables là où précision et expérience sont requises. Dans l'usine, j'observe des centaines de ces véhicules. Ils avancent lentement, de quelques mètres par minute. Chaque poste ajoute quelque chose de nouveau. En quelques heures, une carrosserie nue se transforme en véhicule entièrement assemblé. Mais ce n'est pas encore une voiture de police. Après l'assemblage principal, les véhicules sont envoyés dans un centre de modification spécialisé. C'est là que prend forme tout ce qui fait d'une voiture un véhicule de service. On installe les rampes lumineuses, les sirènes, les postes radio, des pare-chocs renforcés et des cloisons de protection entre les sièges avant et le compartiment arrière. Certaines voitures reçoivent des panneaux de porte blindés ou des batteries supplémentaires pour alimenter l'équipement. Les véhicules de police peuvent offrir plus d'une centaine de variantes d'équipements selon les besoins spécifiques de chaque ville. Le plus fascinant, c'est que la transformation d'un seul véhicule prend environ 5h30. Durant ce laps de temps, une voiture ordinaire se métamorphose en voiture de patrouille, prête à prendre la route. J'observe l'application des marquages de police sur la carrosserie. Sur les portières apparaissent les inscriptions, les blasons des villes et les numéros d'unité. Puis, on installe les gyrophares bleus et rouges. À ce moment-là, la voiture a une toute autre allure, comme si elle endossait un nouveau rôle. Avant l'expédition, chaque véhicule est contrôlé. Il subit des tests de freinage, de suspension et de direction. Dans un hangar spécialisé, on fait monter la voiture en régime sur un banc à rouleaux. Les ingénieurs vérifient l'absence de vibrations et de bruits parasites. Les voitures de police doivent être rapides, mais plus important encore, fiables. En pleine poursuite, personne ne veut se demander si le véhicule tiendra le coup lors d'un freinage brutal. Une fois tous les contrôles effectués, les véhicules terminés sortent sur l'immense parking derrière l'usine. Des dizaines de voitures identiques y sont alignées. Noires, luisantes, équipées de pneus neufs et sans la moindre égratignure. Dans quelques jours, elles partiront aux 4 coins du pays. Certaines patrouilleront dans des banlieues tranquilles. D'autres travailleront sur l'autoroute, où le trafic dépasse les 100 km/h. Si vous êtes curieux de savoir comment fonctionnent les grandes usines, à quoi ressemblent les chaînes de production vues de l'intérieur, et comment du métal ordinaire se transforme en machines qui serviront pendant des années, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses visites d'ateliers, de carrières et d'entreprises habituellement interdites au public vous attendent. Ici, nous regardons l'industrie sans phare et cherchons à comprendre comment tout cela fonctionne réellement. Comment coule-t-on le cœur d'une locomotive capable de tracter 5000 tonnes de marchandises à travers montagnes et déserts sans s'arrêter? Je me trouve à l'usine Wabtec de Grove City, en Pennsylvanie.
C'est ici que naissent les moteurs de locomotives de fret, ces géants qui tirent d'interminables convois de marchandises à travers toute l'Amérique. Et avant d'aller plus loin, je veux que vous compreniez une chose. Les blocs cylindres fabriqués ici ne sont pas des pièces au sens ordinaire du terme. Ce sont des monolithes, des masses compactes de fonte de la taille d'un minibus, pesant près de 50 tonnes. Et elles sont coulées d'un seul tenant. Tout commence avec du sable, mais pas celui que vous connaissez à la plage. Le sable de fonderie est une matière à part, avec son propre caractère et ses exigences bien précises. On le mélange avec des résines spéciales et des durcisseurs pour qu'il puisse résister au contact du métal en fusion à plus de 1300 degrés Celsius, sans s'effriter, se déformer ni se fissurer. Car si le moule se brise pendant la coulée, 15 tonnes de fonte liquide se répandront sur le sol de l'atelier. Ce n'est pas juste une pièce ratée, c'est une catastrophe. Le moule d'un bloc cylindre n'est pas une petite chose. On l'assemble dans un espace dédié, et il occupe l'équivalent d'une pièce de taille moyenne. Les mouleurs déposent le sable par couches, le tassent, construisent les cavités internes, à l'aide de ce qu'on appelle des noyaux. Des inserts de sable qui formeront les futurs conduits du bloc moteur. Circuits d'huile, chemise de refroidissement, logement de piston. Chaque noyau est fabriqué séparément, vérifié, puis monté à l'intérieur du moule comme une pièce d'un puzzle complexe. Ici, aucune place pour l'erreur. Si un noyau est mal positionné, c'est un mauvais canal qui se formera au cœur du bloc, ou une paroi trop fine entre deux surfaces. Cela ne se verra pas tout de suite. Cela se révélera des semaines plus tard, quand le bloc aura déjà été usiné et expédié pour l'assemblage. Ou pire encore, sur le terrain, lorsque la locomotive tracte déjà un convoi quelque part dans les montagnes du Colorado. C'est pourquoi le contrôle à l'étape du moulage n'est pas une procédure bureaucratique. C'est une question de sécurité. Une fois le moule assemblé et vérifié, on le ferme avec la demi-coquille supérieure et on le fixe. Il est désormais prêt à recevoir le métal. Et le métal, pendant ce temps, se prépare déjà dans le four de fusion. La fonte pour bloc cylindre, ce n'est pas simplement du fer avec du carbone. C'est un matériau allié, à la composition chimique rigoureusement définie. On y ajoute du nickel, du chrome, du molybdène. Chaque élément répond à une propriété précise. Dureté, résistance à la chaleur, résistance à l'usure. Le moteur d'une locomotive fonctionne dans des conditions que la plupart des métaux ne supportent tout simplement pas. Les températures dans les cylindres, pendant le fonctionnement du moteur, atteignent des milliers de degrés. La pression lors de la combustion du gazole est colossale. Et tout cela, heure après heure, jour après jour, année après année, sans interruption. Lorsque le four atteint la température requise et que la composition chimique du métal en fusion est confirmée par analyse, la coulée commence. La poche de fonte liquide, d'un blanc orangé, si lumineux qu'il fait mal aux yeux de le regarder sans lunettes de protection, est amenée vers le moule. Le métal s'écoule à travers le système de coulée, remplit les cavités. 15 tonnes en un seul processus ininterrompu. Si l'on s'arrête en cours de route, le métal commencera à se solidifier de manière irrégulière et le bloc présentera des tensions internes ou des soufflures qui le rendront inutilisable. Tout le processus de coulée ne prend que quelques minutes. Et puis, c'est le silence. Le bloc reste dans son moule et refroidit. Et c'est là que commence un temps qu'on ne peut pas raccourcir. La physique ne se négocie pas. Le refroidissement d'une pièce coulée aussi massive prend plusieurs semaines. Pas des heures, des semaines. Si l'on refroidit trop vite, le métal accumule des tensions internes, des micro-fissures, une structure hétérogène. En apparence, le bloc semble normal. Mais sous la charge, ces tensions ressurgissent, au pire moment et au pire endroit.
C'est pourquoi le bloc refroidit librement, naturellement, à son propre rythme. Les technologies surveillent la température en différents points, contrôlent le gradient. Cela ressemble au refroidissement d'une grande pièce de verre dans une production complexe, un art de la patience. Lorsque le bloc a enfin refroidi et qu'on l'extrait du moule, il paraît brut. Le sable se détache, la surface est rugueuse. Il y a des bavures là où le métal s'est infiltré dans les interstices entre les parties du moule. On nettoie le bloc et c'est seulement après qu'il part en usinage. Et c'est là que commence l'autre extrême. Si l'atelier de fonderie, c'est la force, la chaleur et la puissance brute, l'atelier d'usinage, lui, c'est la précision qui confine à la paranoïa. Le bloc est installé sur des fraiseuses multi-axes à commande numérique. Ces machines partent du sol et disposent d'une zone de travail suffisante pour usiner une pièce de la taille d'une voiture. Commence alors l'alésage des logements de pistons. 60 cylindres sur 2 rangées, chacun d'un diamètre de plusieurs centaines de millimètres. Et chaque alésage doit être usiné avec une tolérance de quelques micromètres. Un micromètre, c'est un millième de millimètre. Un cheveu humain fait environ 70 micromètres. Autrement dit, la tolérance sur le cylindre est inférieure à un dixième de l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi une telle précision ? Parce que le piston se déplace dans le cylindre des milliers de fois par minute. Si le jeu est trop important, les gaz s'échappent au-delà des segments, la pression chute, le moteur perd en puissance et consomme de l'huile. Si le jeu est trop faible, le piston se grippe. Il existe donc une valeur correcte unique, dont on ne peut s'écarter ni vers le haut, ni vers le bas. Pendant que la fraiseuse usine, l'opérateur arrête régulièrement le processus et mesure l'alésage à l'aide d'un alésomètre spécial. La température est maintenue stable, car le métal se dilate sous l'effet de la chaleur, et des mesures à différentes températures donneraient des résultats variables. Ce n'est pas une précaution excessive. C'est une condition sine qua non de toute fabrication précise. Outre les cylindres, les machines-outils usinent les logements de roulement du vilebrequin, les portées de l'arbre à cames, les plans de joint, toutes les surfaces où le bloc entre en contact avec d'autres pièces du moteur. Chacune possède sa spécification propre, sa tolérance propre, son contrôle propre. L'ensemble du cycle, de la coulée au bloc achevé, s'étend sur 4 à 6 semaines. Et au terme de ce parcours, apparaît une pièce qui ressemble presque à une œuvre d'art, comparée à la coulée brute extraite du moule. Un parallélépipède gris, lourd, usiné à la perfection, qui dissimule 16 cylindres impeccables et des kilomètres de canaux internes. Ce bloc partira à l'assemblage, où il sera équipé de pièces venues de tout le pays. Pistons, vilebrequins, culasses, système d'injection. Et quelques mois plus tard, il reviendra transformé en moteur complet. Le même qui propulsera une locomotive à travers montagnes, déserts et plaines sans relâche pendant des années, des décennies. Et tout a commencé ici, avec un tas de sable à mouler et une coulée de fonte brute. Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné ? Tout repose sur une seule pièce. Une unique microfissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement. Prêt pour une immersion totale ? C'est parti !
La fabrication des crochets de grue géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité, dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 A, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée. Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'un demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlée. La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillant les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge. Un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets. Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré,
On y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 m. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 mm, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par ondes à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule micro-fissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour, des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale. Et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie, où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an. Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent de 20 cm de diamètre devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre. Un cylindre plein en acier spécial, hautement allié.
dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes. Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux. D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffée à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a 1 minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique, et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse. Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme. Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce. C'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines.
Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute. D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question: pourquoi tout cela? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vycinac-Adenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier. Et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. L'aluminium ne naît pas dans les usines, ni dans les ateliers rutilants équipés de machines ultramodernes, ni dans les bureaux d'études où l'on conçoit de légers fuselages d'avions. Sa véritable naissance se produit sous une chaleur tropicale insoutenable, au milieu de déserts de poussière rouge et de gigantesques entailles dans la croûte terrestre, là où gisent les bauxites, le minerai principal de ce métal. Lorsque nous tenons en main une simple canette en aluminium, ou que nous admirons la légèreté d'un vélo moderne, nous réalisons difficilement que ce métal faisait jadis partie d'immenses couches de roches sédimentaires, formées il y a des millions d'années sous l'effet d'une érosion agressive. La bauxite n'est pas un minerai ordinaire, c'est le résultat d'un processus géologique unique qui a transformé basalte, granit et autres silicates en concentré d'oxyde d'aluminium. Ces gisements se forment principalement dans les zones tropicales et subtropicales, où l'alternance de longues saisons des pluies et d'un soleil ardent crée les conditions idéales pour la latéritisation.
L'eau s'infiltre à travers le sol, lessivant la silice et autres éléments facilement solubles, ne laissant derrière elle que les composés stables de fer et d'aluminium. Au fil du temps, ces résidus s'accumulent, formant de puissantes cuirasses qui recouvrent de vastes territoires. Les gigantesques gisements de bauxite en Guinée, en Australie, au Brésil ou au Vietnam peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres, avec une épaisseur variant de quelques mètres à 30 mètres. Ce sont de véritables greniers de la civilisation humaine, sans lesquels notre monde technologique moderne serait tout simplement impensable. L'extraction de la bauxite impressionne par son ampleur. Lorsque ces gisements se situent effectivement près de la surface, ils sont exploités à ciel ouvert. D'immenses excavateurs sur chenilles et des ensembles rotatifs décapent la couche supérieure du sol, mettant au jour la roche rouge ou ocre jaune. Ce spectacle évoque un paysage martien. Les composés ferreux confèrent au minerai sa couleur rouille caractéristique, tandis que les engins qui œuvrent dans ces carrières paraissent minuscules face à l'étendue des strates dégagées. Le processus d'extraction n'est que le début d'un long parcours. Le minerai de bauxite est un mélange complexe de minéraux, dont les principaux sont la gypsite, la beumite et le diaspore. Loin de ne contenir que des composants utiles, il renferme une quantité importante d'impuretés, telles que des oxydes de fer, de titane et de silicium. C'est précisément pour cette raison que le traitement de la bauxite constitue un défi technologique particulièrement exigeant, en ressources et d'une grande complexité. La première étape consiste à obtenir l'alumine, ou oxyde d'aluminium pur, selon la méthode proposée à la fin du XIXe siècle par Carl Joseph Bayer. Cette technologie demeure essentiellement inchangée depuis plus d'un siècle, bien qu'elle soit devenue nettement plus efficace. Le minerai est broyé jusqu'à obtenir une poudre fine, mélangée à une solution concentrée de soude caustique et chauffée dans d'immenses autoclaves sous haute pression. Dans ces géants métalliques se produit une réaction chimique au cours de laquelle l'aluminium passe en solution, tandis que toutes les impuretés indésirables précipitent au fond, formant ce qu'on appelle la boue rouge. Le problème de la boue rouge constitue l'un des défis environnementaux les plus complexes pour le secteur. Cette pulpe alcaline, saturée d'oxyde de fer, nécessite des installations spéciales, les bassins de décantation. L'utilisation de ces déchets exige d'immenses superficies et un contrôle rigoureux, car l'échelle de production de l'alumine se mesure en millions de tonnes par an. D'une tonne de bauxite, on n'obtiendra pas une tonne d'aluminium. Il faut généralement environ 4 tonnes de minerai pour produire 2 tonnes d'alumine, dont on n'extraira finalement qu'une seule tonne de métal pur. Cette faible concentration souligne l'ampleur considérable de l'extraction nécessaire pour satisfaire la demande mondiale. Le marché mondial de la bauxite constitue une arène où s'affrontent grandes multinationales et États. La Guinée, par exemple, détient près d'un quart des réserves mondiales, et ces plateaux rouges représentent une ressource stratégique majeure pour l'industrie planétaire. L'Australie, futur leader en volume de production, démontre comment concilier exploitation minière à grande échelle et réhabilitation ultérieure des terres. Sur les sites d'anciennes carrières, où hier encore fonctionnèrent des machines géantes, on plante aujourd'hui des forêts d'eucalyptus, tentant de restaurer un écosystème endommagé par l'intervention humaine. Après l'obtention de cette poudre blanche pure, l'alumine, débute la seconde étape de la transformation. L'électrolyse selon le procédé Hall-Héroult. Ce processus exige une quantité colossale d'énergie électrique, raison pour laquelle les usines de production d'aluminium sont implantées à proximité de puissantes centrales hydroélectriques. L'alumine est dissoute dans de la cryolite fondue, à une température avoisinant 950 degrés Celsius. Un courant électrique intense traverse ce bain en fusion, brisant les liaisons entre les atomes d'aluminium et d'oxygène.
Le métal liquide se dépose au fond de la cuve d'électrolyse, d'où on le pompe périodiquement à l'aide de poches à vide spéciales. Cette vision d'argent faible incandescent, naissant d'une poudre blanche, constitue le point culminant de tout un processus qui a débuté dans une carrière lointaine, à des milliers de kilomètres d'ici. La logistique joue un rôle critique dans cette industrie. La bauxite est souvent extraite sur un continent, transformée en alumine sur un autre, et le métal fondu sur un troisième. De gigantesques vraquiers sillonnent les océans, transportant des millions de tonnes de minerais, créant une chaîne invisible qui relie les mines tropicales au centre de production de haute technologie. L'ampleur de cette activité impacte non seulement l'économie, mais aussi la géopolitique, car le contrôle des gisements de bauxite signifie le contrôle de l'avenir de l'aéronautique, de l'industrie automobile et des programmes spatiaux. Ce n'est pas pour rien que l'aluminium est surnommé le métal ailé, mais son chemin vers le ciel commence en profondeur sous terre, dans les couches lourdes et humides de roches argileuses. Il est important de comprendre que les gisements de bauxite ne sont pas illimités, même si leurs réserves sur la planète sont actuellement estimées comme largement suffisantes pour répondre aux besoins de l'humanité pendant plusieurs siècles encore. Toutefois, la facilité d'extraction et la forte concentration d'éléments utiles dans ces strates gigantesques font de ce type de minerai le choix privilégié. Il existe certes d'autres sources d'aluminium, comme les syénites néphéliniques ou les argiles kaoliniques, mais leur traitement est nettement plus complexe et plus coûteux. C'est pourquoi les provinces bauxitiques demeurent les principales cibles d'intérêt pour les géologues et les investisseurs. L'évolution de l'aluminium a parcouru un long chemin, d'un métal précieux plus cher que l'or à un matériau omniprésent dans notre quotidien. À la fin du XIXe siècle, Napoléon III recevait ses invités les plus illustres en leur offrant des couverts en aluminium, tandis que les hôtes de moindre rang devaient se contenter de vaisselle en or. Aujourd'hui, ce métal est devenu symbole d'accessibilité et de fonctionnalité. Mais cette accessibilité repose précisément sur notre capacité à l'extraire à l'échelle industrielle. Sans les gisements gigantesques enfouis sous les plateaux guinéens ou l'Amazonie brésilienne, nous n'aurions ni smartphone, ni bâtiments modernes à haute efficacité énergétique, ni transport léger. L'extraction à une telle échelle modifie inévitablement le relief de la planète. Lorsque des couches entières de roches sont retirées, le régime hydrologique du territoire change. Les conditions de vie habituelles de la flore et de la faune sont détruites. Les normes modernes d'extraction exigent des entreprises non seulement d'extraire le minerai, mais aussi de rendre la terre à la vie. Le processus de réhabilitation préserve la couche arable supérieure. Celle-ci est retirée avant le début des opérations et remise en place après la fin de l'extraction. Cela permet de restaurer les terres agricoles, bien que ce processus de régénération forestière prenne des décennies et ne ramène jamais le paysage à son état d'origine. Le recyclage de la bauxite, c'est aussi une histoire d'énergie. Chaque gramme d'aluminium, ce sont des dizaines de kilowattheures d'électricité cristallisée dans le métal. C'est pourquoi on surnomme l'aluminium la banque électrique. Son recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie requise pour la production primaire à partir du minerai. Cela fait de l'aluminium l'un des métaux les plus écologiques à long terme, car une fois extrait des gisements de bauxite, il peut être réutilisé quasi indéfiniment, traversant des cycles de refonte sans perdre ses propriétés. Mais tant que la demande pour ce métal croîtra plus vite que les capacités de recyclage, les carrières géantes continueront de s'étendre, s'enfonçant toujours plus profondément dans la terre rouge à la recherche de ces précieux oxydes. Le travail dans les carrières ne s'arrête jamais et chaque nouvelle coupe de strates ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du métal qui a transformé le monde.
C'est un labeur sans fin, où l'ampleur des tâches correspond à l'ampleur des gisements, et où chaque maillon de la chaîne technologique s'avère crucial pour la réussite globale. La transformation de la bauxite illustre parfaitement la façon dont l'humanité a appris à exploiter les ressources terrestres, métamorphosant une argile d'apparence ordinaire en matériaux stratégiques qui fondent notre ère technologique. Chaque étape de ce processus prolonge logiquement la précédente, composant ainsi le tableau cohérent d'une interaction entre l'homme et la nature, où géants industriels et ressources naturelles évoluent dans un lien indissociable. Il existe un métal qui ne rouille pas, ne vieillit pas et ne disparaît jamais. Il attend, tout simplement. Il attend dans l'eau, dans l'air et même dans nos foyers. Et si je vous disais que ce métal a aidé l'humanité pendant des siècles à extraire l'or, soigner les dents et mesurer la température, tout en rendant lentement les gens fous et en décimant des villes entières. Le mercure, cet argent liquide, à l'apparence presque magique, cache l'un des secrets les plus dangereux de la chimie. On ne peut pas le détruire, on ne peut que le cacher. Et si vous restez avec nous jusqu'au bout, vous découvrirez où l'humanité enfouit aujourd'hui le mercure pour toujours, et pourquoi une seule erreur pourrait le ramener dans nos vies. L'histoire du mercure ne commence pas avec des gouttelettes brillantes, mais avec un minéral rouge vif, le cinabre. Pendant des millénaires, les hommes ont utilisé le cinabre comme pigment. Les anciens Chinois et Romains en tiraient une peinture appelée vermillon, dont ils ornaient temples et statues. Toutefois, l'extraction du cinabre s'accompagnait toujours de tragédies. Les ouvriers des mines souffraient de tremblements inexplicables, de délires et de morts prématurées. Le procédé d'obtention du mercure pur à partir du cinabre est assez simple. Le minéral est broyé puis chauffé dans des fours spéciaux. À une température de 357 degrés Celsius, le mercure s'évapore, puis se condense sous forme de lourdes gouttelettes argentées. Cette simplicité d'obtention a fait du mercure une matière première accessible, mais extrêmement dangereuse. L'une des utilisations les plus massives du mercure dans l'histoire fut l'extraction de l'or et de l'argent. Le mercure possède une capacité unique, il mouille instantanément les autres métaux, les dissolvant en lui-même et créant des alliages appelés amalgames. À l'époque des ruées vers l'or, les chercheurs mélangèrent le minerai broyé avec du mercure. Le mercure, tel un aimant, extrayait les plus infimes particules d'or de la roche, formant une pâte épaisse. Pour obtenir de l'or pur, on chauffait simplement l'amalgame à feu ouvert. Le mercure s'évaporait directement dans l'air respiré par les hommes, et au fond restait l'or pur. Cette méthode, connue sous le nom d'amalgamation, a conduit à une pollution effroyable des rivières et des sols à travers le monde. Même aujourd'hui, dans la jungle amazonienne, des chercheurs d'or clandestins utilisent des tonnes de mercure, empoisonnant les écosystèmes pour des décennies à venir. Pendant longtemps, le mercure a été considéré comme irremplaçable dans la science et la vie quotidienne. Dans les thermomètres, le mercure se dilate uniformément lors du chauffage, ce qui en faisait un fluide idéal pour des instruments de mesure précis. Les interrupteurs au mercure fonctionnaient sans défaillance pendant des décennies, car le mercure liquide conduit parfaitement l'électricité et ne s'use pas. Les amalgames dentaires, mélange d'argent et de mercure, ont été la norme en dentisterie pendant plus d'un siècle en raison de leur résistance extraordinaire. Mais il y avait aussi un côté sombre. Au XIXe siècle, le mercure servait au traitement des fourrures pour la fabrication de chapeaux en feutre. Les artisans inhalaient constamment des vapeurs de mercure, ce qui attaquait leur système nerveux. C'est de là que vient l'expression « fou comme un chapelier », immortalisée par Lewis Carroll dans
Alice au pays des merveilles. Les symptômes de l'intoxication, confusion mentale, perte de mémoire et tremblement, sont devenus une maladie professionnelle de branches entières. La principale perfidie du mercure réside dans sa capacité à s'accumuler dans les organismes vivants. Lorsque le mercure pénètre dans l'eau, des bactéries le transforment en méthylmercure, une forme organique extrêmement toxique. Celui-ci s'accumule dans le plancton, puis dans les petits poissons, et enfin dans les grands prédateurs comme le thon ou le requin. L'être humain qui consomme ces poissons reçoit une dose massive de toxines. L'exemple le plus terrible reste la tragédie de la ville japonaise de Minamata dans les années 1950, où une usine chimique déversait du mercure dans la baie. Des milliers de personnes sont mortes ou sont restées handicapées à cause de lésions cérébrales. Cet événement a donné son nom à la maladie de Minamata et a poussé le monde à envisager l'interdiction de ce métal. Aujourd'hui, la convention de Minamata, signée par plus de 140 pays, est en vigueur. Elle interdit la fabrication et l'exportation de thermomètres à mercure, d'appareils de mesure de la pression, de la plupart des types de lampes fluorescentes et l'utilisation du mercure dans de nombreux processus industriels. Si un thermomètre à mercure se brise chez vous, c'est une petite catastrophe écologique à l'échelle d'une pièce. Le mercure se disperse en une myriade de minuscules billes qui roulent sous les plinthes et s'enfoncent dans les fibres des tapis. À 20 degrés, elles commencent à s'évaporer activement. Une seule petite bille de mercure peut contaminer l'air d'un espace clos pendant des mois. Les vapeurs de mercure n'ont ni odeur ni goût, ce qui en fait un tueur invisible. Comme on ne peut ni brûler ni dissoudre complètement le mercure, car c'est un élément chimique indestructible, la seule solution consiste à l'extraire totalement et à le confiner. Tout commence dans des usines spécialisées, où arrivent des millions de lampes fluorescentes usagées, de vieux appareils médicaux et des capteurs industriels. La première étape consiste en un broyage mécanique. Les lampes, par exemple, sont introduites dans un broyeur hermétique qui transforme le verre, les culots en aluminium et le revêtement de mercure en fines particules. Ce mélange ressemble à des déchets ordinaires, mais il est extrêmement toxique. Chaque tonne contient plusieurs kilogrammes de mercure. D'ailleurs, le mercure est incroyablement lourd. Une bouteille d'1 litre de mercure pèse plus de 13 kg. Si vous tentiez de soulever un seau de mercure, vous soulèveriez 136 kg, l'équivalent de 2 hommes adultes. Vient ensuite le procédé principal, la désorption thermique sous vide. Ce mélange est chargé dans d'immenses fours-réacteurs en acier. La particularité réside justement dans le vide. En évacuant l'air, on abaisse la température d'ébullition du mercure. Les fours chauffent le mélange entre 300 et 400 degrés. Dans ces conditions, le mercure s'évapore intensément, se séparant des débris de verre et de métal. Le système sous vide aspire ces vapeurs toxiques, ne leur laissant aucune chance de s'échapper vers l'air de l'atelier. Le gaz mercuriel passe ensuite dans le système de condensation. Il s'agit de longs serpentins refroidis à basse température. Dès que la vapeur brûlante entre en contact avec les parois froides, elle redevient métal liquide. Des gouttelettes argentées s'écoulent dans des réservoirs spéciaux. Ce qui en ressort est du mercure recyclé pur. Toutefois, le monde renonçant progressivement à son utilisation, ce métal ne retourne plus dans les usines. L'ultime étape consiste en un emprisonnement éternel. On mélange le mercure liquide à des réactifs spécifiques, comme le soufre, pour le transformer en un composé solide et stable. Le sulfure de mercure, qui ne s'évapore pas et ne se dissout pas dans l'eau. Cette substance est scellée dans des conteneurs en acier à parois épaisses, recouverts d'une couche anti-corrosion. Ces conteneurs sont acheminés vers des sites de stockage souterrains
situés à plusieurs centaines de mètres de profondeur, dans d'anciennes mines de sel abandonnées ou des massifs granitiques. Là, dans une sécheresse absolue et sous surveillance électronique permanente, le mercure est conservé durant des décennies. C'est le seul moyen de garantir que cet argent liquide ne rejoindra jamais les nappes phréatiques et ne reviendra pas jusqu'à nous par le biais du poisson ou de l'eau potable. L'élimination est coûteuse et complexe, mais c'est le prix que l'humanité paie pour la sécurité des générations futures.